Bonsoir. Alors, l'introduction sera très brève puisque nous avons le plaisir j'ai le plaisir d'ouvrir la deuxième soirée avec Yann Châtaignier. Juste un petit mot pour vous rappeler que le bien fondé de cette thématique du soir autour du son s'appuie sur notre actuelle exposition sur 3 étages qui est consacrée en grosse partie au son utilisé par les artistes après 1960. Et pour vous dire que jusqu'à samedi inclus, vous pouvez, jusqu'à dimanche inclus, vous pouvez voir l'exposition du 3e étage. Elle se termine dimanche. C'est l'artiste Tal Isaac Haddad. Et chaque samedi après-midi, les performances avec des chanteurs lyriques sont activées, elles sont visibles. Donc si vous voulez la voir, moi je vous conseille samedi après-midi. Voilà, et merci beaucoup Yann pour la première qui a été, je crois, très appréciée. Alors je discutais avec une étudiante qui m'a dit que ça lui faisait penser, je trouvais ça magnifique, à un cours alternatif. Et ça fait un peu courant alternatif aussi. Enfin bon, je trouvais ça très bien comme positionnement pour ces masterclass et comme retour. Très bonne soirée et puis à tout à l'heure pour les questions. Bien, merci. Vous m'entendez? Alors, oui, ça tombe bien puisqu'on va parler, entre autres, d'intensité aujourd'hui. Alors, la métaphore électrique est, semble-t-il, bienvenue. Alors, j'espère que par intensité, on n'entend pas uniquement, par alternatif, on n'entend pas uniquement. Pardon, ça fait un petit larcène, mais je pense que ça va. Peut-être que c'est un petit peu fort, ou je sais pas, ou je suis trop près du micro peut-être. Ça va? Ok. L'idée est en effet de proposer une autre perspective sur une histoire de la performance qui, me semble-t-il, a été écrite et réécrite, comme je l'ai évoqué lors de la première séquence, à l'aune de concepts et de référents qui, me semble, peuvent être plus variés, peuvent être réinventés, ou tout simplement reconfigurés, déplacés, associés différemment. Et à l'aune de mes recherches récentes, j'ai proposé cette présentation en 3 temps. Donc le premier, qui s'est déroulé il y a 2 semaines, s'intéressait plutôt plus littéralement à cette question des corps devenant subtils dans une histoire de la performance non performative, ou une histoire de la performance où le corps se fait moins présent, moins héroïque, peut-être aussi d'une certaine manière moins imposant, moins dans une relation, dans une énonciation forte, on dirait, si on prenait une image littéraire, mais une forme d'énonciation plus faible, au sens non pas de moins efficace ou moins pertinente, mais prenant un autre mode d'énonciation qui s'adresse directement au sujet, à la personne qui fait l'expérience de la performance. Et on a vu donc le petit aperçu de l'infinité des variations possibles sur cette question, pouvant faire entrer de ce fait au centre de ces constellations historiques d'autres points de référence au sein du corpus d'artistes qui sont parfois iconiques de ces histoires, mais aussi de pouvoir intégrer dans une histoire plus large ou plus oblique de la performance d'autres types de pratiques, d'autres œuvres qu'on ne ferait pas nécessairement entrer dans cette histoire si on s'y intéressait selon ces lieux communs, ces clichés et ces grands maîtres, ces grandes maîtresses que j'ai décidé de volontairement laisser de côté pour ce premier opus. Le deuxième, qui commence maintenant, s'intéresse à la question du son, et c'est une manière d'annoncer aussi les choses que de le présenter dans la relation du son, des pratiques sonores, et puis plus généralement peut-être aussi de la musique, de la relation des arts visuels
aux arts du son, des beaux-arts, de l'art à la musique, que cette courte présentation va s'organiser. Et le son dans sa relation à l'idée de médium, au travers de différentes acceptions du terme même de médium. Le son est un médium, c'est le titre de cette présentation. C'est aussi un premier peut-être lieu commun qu'il faut commencer à déconstruire un petit peu, que de dire que le son serait uniquement une matière que les artistes, que les musiciens, que les compositeurs pourraient utiliser comme on utilise du bronze ou de l'huile pour peindre ou des pigments. Certes, si le son peut être utilisé comme matériau, et c'est le cas de nombre de pratiques qui jalonnent la modernité à partir peut-être de la capacité à enregistrer et reproduire les sons, ou à partir d'un certain nombre de gestes qui ont fait que les artistes se sont émancipés d'un certain nombre de conventions classiques de la pratique artistique. On pense aux pratiques de la voix au sein des avant-gardes dadaïstes et du cabaret Voltaire dans les années 1910, ou les pratiques sonores des artistes futuristes, pour ne citer que les grands classiques. Le son, certes, est utilisé comme un matériau, mais il ne correspond pas nécessairement à un médium au sens qu'on pourrait associer à l'idée, par exemple, de peinture ou de sculpture. Il y a une histoire de l'art sonore qui a été écrite et qui a une certaine valeur qui, moi, me paraît tout à fait importante quand on regarde, par exemple, l'exposition qui est présentée aujourd'hui au musée, et on y reviendra à plusieurs moments dans cette présentation. Pour autant, il me semble qu'on ne peut pas parler du son comme médium au sens où on pourrait parler de la peinture comme le médium du peintre. Car le son est utilisé aussi bien par les compositeurs, par les musiciens et les interprètes, que les artistes, mais aussi, on le voit tout au long de la modernité, c'est une dimension qui est envisagée aussi bien par les architectes que les designers sonores, et un certain nombre d'autres pratiques qui incluent une relation du son à notre quotidien. Donc le son n'est pas, en fait, en quelque sorte, l'apanage exclusif du musicien, mais il est déjà difficilement classable, contrôlable, car il contamine un certain nombre de pratiques tout au long de la modernité et jusqu'à nos jours. Le son a cette particularité d'être à la fois matériel et immatériel. Et on verra dans la présentation qui suit que cette ambiguïté de la matérialité du son est ce qui fait, en quelque sorte, le lien entre les différents et les centres d'intérêt des différents artistes, chorégraphes et musiciens dont on va parler aujourd'hui. Il a une matérialité ambiguë dans le sens où il est à la fois omniprésent. Donc la recherche du silence, de l'anesthésie sonore ou de la capacité à se couper à un moment donné de l'environnement sonore a été aussi une recherche pour les artistes, une manière de faire d'autres expériences sensorielles. Malheureusement, on n'a pas pu les évoquer la dernière fois et ce sera un peu long de revenir sur ces questions, mais qu'on pense par exemple au masque sensoriel de l'artiste brésilienne Ligia Clark, qui voulait couper les spectateurs de ces expositions de tout stimuli sonore et de leur permettre, à travers ces masques qui étaient des espèces de sacs dans lesquels elle produisait des compositions olfactives avec des herbes, des pierres, en cachant la vue, en bouchant les oreilles, en transformant la perception sonore de l'espace, elle proposait en quelque sorte de retourner la perception vers l'intérieur. Donc il y a en fait une recherche dans l'art contemporain, dans l'art de ces 50 dernières années, de se couper d'un certain nombre de pratiques de l'espace sonore qui nous sont imposées et qui
sont souvent en fait des données. Quand on va dans un restaurant et qu'il y a une musique ambiante, c'est très difficile en fait de se boucher les oreilles. On ne peut pas évidemment dîner entre amis ou en amoureux avec des boules caisses. On est contaminé par un son qu'on n'arrive pas à contrôler. Et c'est à la fois la force et aussi les limites, les implications politiques de l'environnement sonore, des études critiques sur ce sujet dont il va être question et dont il est question tout au long de la modernité. Donc il est à la fois invisible et en même temps omniprésent. Il est fait de flux et de vibrations, de vagues et d'ondes qui révèlent en quelque sorte ce qui est invisible. Il y a dans l'expérience qu'on fait du son une expérience de la matérialité invisible de notre environnement matériel immédiat, qui fait qu'on ne pourrait pas percevoir le son si, au-delà de l'invisibilité de l'espace environnant, il était fait d'un certain nombre de particules qui transmettent le son. Donc il y a dans le son, d'une certaine manière, une dimension de médium au sens de matériaux, mais il y a aussi une dimension de médium dans le sens où c'est une chose qui existe entre d'autres choses. C'est une chose qui relie et qui connecte les choses entre elles, qui traverse l'espace malgré les séparations qui structurent nos environnements. Il est vibration, il est flux, il est cette matière vibrante dont parle Jane Bennett, la critique théoricienne américaine de l'environnement. C'est une troisième dimension, une troisième acception du terme médium qu'on peut à ce moment-là envisager. Le son, dans le sens de choses qui existent entre les choses et on va dire, pas de substance, mais en effet de phénomènes ou de matériaux qui révèlent l'invisible, est aussi un outil ou un vecteur, une chose qui autorise autant de portes d'entrée vers des dimensions invisibles, qui autorise des perceptions de l'imperceptible, qui, en quelque sorte, c'est un médium. Il a une dimension médiumnique dans le sens où sans être dans une élucubration mystique, mais tout à fait de manière technique, une chose qui nous permet de voir ce qui est invisible et donc d'accéder à d'autres dimensions de la réalité. Le son est donc partout et c'est ainsi que beaucoup de critiques ont récemment envisagé la relation du son à l'espace et au temps dans les pratiques musicales contemporaines, dans un lien très fort avec les pratiques visuelles, avec les pratiques de l'espace, avec les questions aussi on va dire, d'environnement, d'espace urbain, d'architecture, à l'ère d'une musique et d'une connectivité permanente et globale. David Toup, le fameux musicien et critique musical, historien de la musique ambiante, parle d'océan de son, dans un livre fort connu, publié il y a déjà une trentaine d'années. Chris Kraus, l'écrivaine et critique américaine, elle parle de la mer sombre de l'information, en évoquant ce fantasme ou ce rêve ou cette utopie d'un des inventeurs de la radio, Marconi, en Italie, qui, au début du XXe siècle, imaginait que le son qui se diffusait dans l'éther, dans l'espace, dans l'air, ne disparaissait jamais, ne s'effaçait jamais, et restait d'une certaine manière dans notre environnement sans être perceptible et continuait à agir des milliers, des millions, voire des milliards d'années après l'émission du son et produisait des effets matériels sur notre environnement, était de toute façon présent, agissait à l'intérieur de nos corps, de nos perceptions, de l'environnement lui-même à travers une érosion et participait à l'usure du monde et à son habitation. Et puis Jane Bennett, la critique dont je parlais, elle parle de matière vibrante, de Vibrant Matter. C'est le titre de son très beau livre paru il y a quelques années. Un livre très placé sous l'influence d'une philosophie vitaliste
dont Spinoza, Bergson, Deleuze se sont fait les tenants de cette tradition, imaginant justement une étude de ces relations que nous entretenons aux choses non humaines, aux objets, à la géologie, aux choses visibles ou invisibles qui habitent notre environnement en tant qu'acteurs de cet environnement au même titre que nous. Et ce qui nous relie à cet environnement, c'est entre autres ces flux invisibles de matière dont le son est un vecteur. Et dans ce sens, les artistes se sont beaucoup intéressés à cette matérialité invisible, à cette substance sonore qui est hautement matérielle tout en défiant d'une certaine manière la question de l'image, mais s'adressant vraiment à la question du corps, à la question de la matérialité. Le son est donc partout et c'est comme ça que les critiques et les artistes l'envisagent ces dernières années. Il a à voir, en effet, avec la question de la communication, avec la manière dont nous partageons, dont nous nous connectons, dont nous partageons des affects. Il suffit de marcher dans une ville moderne pour voir le flux d'informations sonores qui circulent de manière constante entre les individus avec l'usage de tous ces dispositifs technologiques que nous utilisons, écoutant de la musique tout en parlant avec une personne connectée à un autre endroit de la Terre, tout en parlant encore à une autre personne qui est près de nous, tout en écoutant encore un autre stimuli sonore. Il y a d'une certaine manière une omniprésence du son, une espèce de magma sonore permanent dans lequel notre perception est de l'ordre d'une navigation, d'une division permanente de notre attention et d'une capacité, d'une certaine manière, à faire l'expérience simultanée de ces différents stimuli. Et en même temps, il est toujours caché, minimalisé derrière des écouteurs. On retourne toujours la perception vers l'intérieur, on essaye toujours de rendre notre perception du son plus intime. S'il y a un symbole de notre relation au son dans les années 2000, c'est certainement cette silhouette qui était utilisée à un moment donné pour la communication de la marque Apple. C'est ce personnage en ombre chinoise portant des écouteurs. C'est vraiment l'individu contemporain s'isolant du monde et des tentatives de capture de son attention permanente et qui s'isole dans un flux de musique digitale. Donc la question du silence reste entière. Michel Serres, dans un très beau texte qui s'appelle Genèse, évoque la mer grise du bruit, de la création et du chaos. C'est un texte qui parle, comme chez Jane Bennett, en fait, de cette matière vibrante du monde, de cette vie chaotique qui s'organise en flux et vibrations et ondes et vagues. Ce chaos de la vie et de l'information qui pour lui a à voir avec l'idée même de la création. Le son est donc ce qui relie, ce qui attache, ce qui connecte, mais aussi il a à voir avec la question du contrôle. Steve Goodman, qui est un critique et musicien anglais très important, a écrit un livre il y a une dizaine d'années qui s'appelait Sonic Warfare, dans lequel il étudiait les relations du son au contrôle des masses. La relation, en fait, des avant-gardes militaires avec l'utilisation du son pour, par exemple, des formes de torture, de contrôle mental, de contrôle des espaces. Il y a de toute façon un rapport au son qui est lié au contrôle de l'espace urbain, et ça, c'est tous les architectes et les urbanistes le savent mieux que nous. Le son devenant à la fois un outil de contact et de créativité, de connexion à une espèce de vibration vitale du monde, si on veut être un peu dans une approche holistique du monde et peut-être un peu hippie. Et il est d'une autre manière, peut-être de manière exponentielle, un instrument de contrôle de nos esprits, de nos rapports à l'espace et de nos comportements.
il y a aujourd'hui un tournant dans les pratiques sonores et dans l'intérêt des artistes pour le son qui donne le sentiment, qui pourrait donner le sentiment qui pourrait être aussi important que le tournant, par exemple dans les années 1980, que la photographie a permis à l'art d'opérer, quand les artistes se sont intéressés à la photographie comme médium, justement, et pas uniquement comme technique, le faisant entrer en rivalité avec les autres médiums peut-être plus nobles à l'époque, qui étaient la peinture, la sculpture ou d'autres, et qui ont fait entrer dans les collections des musées un certain nombre de figures de l'histoire de la photographie considérées encore à l'époque comme un art mineur, et qui progressivement, depuis 40 ans, est devenu un art tout aussi important que les autres. On pourrait penser aussi à l'entrée dans les collections des musées et l'inondation du marché de l'art par la vidéo, aussi au travers du regard que les artistes ont porté sur cette technologie à partir des années, en tout cas 60, 70, utilisant la vidéo d'abord de manière expérimentale, puis devenant progressivement un genre, puis entrant progressivement dans la grande histoire de l'art au même titre que la peinture, la photographie, la sculpture ou l'installation. On pourrait se poser la question du son, et est-ce que des musées se sont engagés récemment dans la création, par exemple, de départements, comme on pourrait créer un département de dessin dans une grande collection ou de photographie. Est-ce qu'il y a des musées qui sont prêts à créer un département consacré au son ou à la musique pour justement considérer la musique comme un art ou le son comme un vecteur entre différentes pratiques artistiques, imaginant une histoire de l'art à l'aune des pratiques sonores et qui pourrait faire entrer dans des collections des œuvres à la matérialité peut-être encore ambiguë, mais dont le statut peut être à un moment donné exploré et fixé d'une manière différente. Si ça n'a pas été fait, peut-être que c'est à la fois lié à un temps nécessaire pour les institutions pour évoluer dans cette direction, et certainement que le musée de Lyon est très pionnier dans cette démarche, et l'exposition qui est présentée actuellement le montre, que très tôt le musée s'est posé la question justement de l'importance de la musique dans le grand champ de l'histoire des arts et de la relation des artistes au son. Mais c'est peut-être aussi que justement le son n'est pas un médium au sens où la photographie peut l'être. Et c'est peut-être pour cette raison, peut-être pour sa dimension inclassable, sa dimension insaisissable, qu'il n'a pas encore autorisé la création d'une case art du son ou on va dire d'une niche musique dans les collections muséales, et que justement sa dimension insaisissable, sa relation à la liberté et à une forme d'élusivité ou d'ambiguïté fait que pour des questions esthétiques, historiques et peut-être techniques aussi, ce projet pourrait ne pas aboutir. On peut à la fois le regretter, car il me semble que ce pourrait être une approche extrêmement riche et un apport immense pour l'histoire de l'art que d'intégrer ce qui reste difficilement palpable et reproductible dans un livre, parfois même difficilement enregistrable, parfois même se refusant à l'enregistrement pour préserver sa dimension vivante. Mais en même temps, on pourrait permettre justement d'écrire une histoire de l'art à l'aune de formes qui ne s'adressent pas uniquement aux yeux, qui ne s'adressent pas uniquement au sens de la visualité, mais défient justement la question de l'image, défient la question de l'objet et proposent une expérience du temps, une expérience de l'espace complètement différente. Cette présentation, elle propose une courte histoire de la performance à l'aune justement de ces questions des pratiques sonores. L'histoire de la performance, elle a été écrite de manière plutôt traditionnelle, évidemment à l'aune de la question du corps, du mouvement, du geste, de l'espace, et des images, des gestes et des traces qui y sont associées. Mais rarement sur le son, car le son autorise des traces certainement plus indicielles, plus difficiles à transmettre. Et c'est peut-être pour ça qu'il est rarement mis en avant, même si on documente
souvent des performances par la photographie, on les documente parfois moins souvent par le son. Car le son implique un temps spécifique à la fois d'enregistrement, d'expérience, mais aussi d'expérience quand on veut y réaccéder. Il défie à la fois la visibilité et la question du contrôle de l'objet, mais aussi la question du langage. Il est abstrait, peut-être un des médiums les plus abstraits qui soient. Il est lié aux émotions, à la mémoire. Le son, comme on le sait quand on est amateur de musique populaire, est lié à la répétition. Et la répétition du même morceau, l'écoute et la réécoute, jusqu'à ce que en fait, notre mémoire intègre et puisse nous permettre d'intégrer cette espèce de grande communauté de personnes qui partagent en quelque sorte cet ADN musical avec nous, à avoir avec une certaine idée de l'inconscient et la manière dont le son s'adresse souvent directement à notre système nerveux. Donc cette histoire de la performance aux limites du visible et à la manière dont le son travaille ou façonne notre système nerveux est une des bases de cette histoire. C'est l'idée de s'intéresser dans l'image à ce qui est parfois un détail que personne ne note. En l'occurrence, quand on regarde une photographie d'une performance de la Monteillon, on n'entend pas le son. Mais c'est en essayant de s'intéresser à ce qu'on ne voit pas dans l'image qu'on peut raconter l'histoire un petit peu différemment. Il a à voir justement avec cette idée de l'intensité et du contrôle de cette intensité qui régit l'ensemble de la modernité, depuis l'invention de l'électricité jusqu'aux technologies les plus numériques. Mais il a aussi à voir avec l'idée de faible intensité et avec cette idée de modulation de l'intensité. Car ce n'est pas qu'une histoire de recherche justement de cet excès d'énergie, de ce contrôle de l'électricité et des flux d'intensité, mais c'est aussi une manière, à un moment donné, de faire baisser cette intensité, de créer en fait une modulation qui autorise un certain lâcher-prise et la création d'une expérience commune, la création de commun, la création en fait d'une autre forme d'être ensemble, jusqu'à justement l'extinction de notre, d'une certaine manière, de notre conscience, quand par exemple on s'endort pendant un concert et qu'on se laisse aller aux soins des autres, comme disait Jonathan Crary dans ce très beau livre qui s'appelle 24/7, 24/7, sur la fin du sommeil, où il dit à la fin, quand on dort avec quelqu'un, on est dans un lâcher-prise qui est peut-être le geste le plus humain qu'on puisse produire aujourd'hui. Et en fait, menacer ce moment du sommeil, vouloir en fait en faire quelque chose de productif, quelque chose de constructif, quelque chose de contrôlé justement, serait essayer de contaminer ou de coloniser le dernier refuge qu'on a justement de non-productivité, de liberté et de rapport à notre monde intérieur, qui est aussi le plus haut moment de partage et de création de commun, dans le sens où on se laisse aller, comme il le dit, aux soins de l'autre. Simone Forti, dans l'œuvre qu'on avait vue il y a 2 semaines, avait justement mis en forme quelque chose de très similaire dans cette performance qu'elle appelait une pièce de nuit où 2 personnes dorment côte à côte dans 2 boîtes. Et elle s'interrogeait sur cette relation entre 2 personnes pendant qu'elles dorment, qui s'entendent respirer, qui s'entendent dormir, qui partagent un même espace, mais qui en fait sont dans 2 mondes différents, car elles sont dans 2 espaces oniriques différents. Tout récemment, un disque apparu qui documente les œuvres sonores de Simone Forti, ou qui documente l'histoire des chorégraphies de cette chorégraphe américaine très importante qui, depuis la fin des années 1950, a participé à l'évolution majeure de la danse postmoderne américaine, en montrant que le son et la musique sont des aspects à la fois omniprésents mais peu explorés dans sa pratique et dans la pratique de la danse en général.
Simone Forti est surtout connue pour ses dance constructions. C'est des pièces chorégraphiques qu'elle réalisait au début des années 60 à New York et qui ont été expérimentées au début dans le loft de Yoko Ono, comme Huddle, qui est une pièce iconique de l'histoire de la danse, où des corps de danseurs se montent les uns sur les autres, grimpent les uns sur les autres, sous la forme d'une espèce de... créant une masse physique en mouvement permanent, comme une espèce de sculpture corporelle, une forme en mouvement, un tressage de corps, où le principe est que le danseur doit monter sur le corps de la personne qui est à côté de lui, puis passer en dessous de lui, et ceci en permanence, ce qui fait des espèces de boucles corporelles qui tressent en fait une forme en mouvement permanent. Ce disque, qu'elle vient de publier, s'appelle Al Dila, et organise un certain nombre de documents, de traces sonores, qui reflètent, sans l'image et sans le mouvement visuel, des chorégraphies, des propositions chorégraphiques, devenant en quelque sorte invisibles, ou dont on fait l'expérience à travers ces espèces de films sonores. Cette pratique du son, en fait, traverse toute l'œuvre de Simone Forti. Ici, vous voyez une pièce qui s'appelle Molimo, et elle est documentée dans ce disque que je vous ferai écouter dans une deuxième partie de cette présentation. Donc, si on n'a pas le temps de le faire aujourd'hui, si c'est trop tard, je le ferai la prochaine fois. J'ai prévu une petite séance d'écoute de ces documents sonores. Le disque de Simone Forti, Al Dila, s'organise autour de 9 documents sonores et pensé comme une expérience, une traversée d'attitude, d'espace et d'environnement à travers l'indice sonore. La chorégraphe, qui avait très tôt commencé à enregistrer des sons, par exemple, de la nature environnante, des sons du paysage, les chants des oiseaux dans la forêt tropicale, ou des conversations au téléphone avec des amis pour les utiliser dans ses chorégraphies, a une relation permanente au son, une relation très tactile. Comme on l'avait évoqué la fois précédente, elle avait, de par sa formation, participé au Dancers Workshop, à l'atelier de Anna Halprin, une chorégraphe qui a été montrée ici à Lyon, qui est aussi présente dans l'exposition actuelle, et qui a d'ailleurs entretenu aussi une relation forte avec la musique, puisque une année, elle avait travaillé avec Lamonte Young et Terry Riley, qui sont aussi devenus co-directeurs musicaux du Dancers Workshop à un moment donné dans les années 60, au début des années 60. Et les méthodes de Hannah Halprin étaient basées sur l'idée d'exercice kinesthésique, sur l'idée de sentir la relation aux autres, la relation à l'environnement, dans un espace tout à fait particulier qui est un plateau que son mari lui avait construit, Laurence Halprin, au milieu de la forêt, au nord de San Francisco. Et dans cet espace particulier, ouvert sur le paysage, donc un espace de danse en plein air, les exercices qu'elle organisait étaient basés sur le poids, sur l'expérience de la masse, sur la question du temps et des tensions, mais aussi sur la question de la relaxation, du lâcher-prise, et sur l'observation des éléments alentours, comme les arbres, les nuages, les insectes, les pierres, et de faire l'expérience de ce que Simone Forti appelle des états de danse plutôt que des mouvements. Un état de danse pouvant impliquer une forme d'expérience chorégraphique sans forcément se déplacer. Dans cette pièce, on voit Simone Forti, donc en 1976 à Linz, utiliser un instrument qu'elle a inventé, qui s'appelle le molimo. Le molimo a été développé à partir de 1970 dans le cadre de workshops qu'elle menait à CalArts, le California Art Institute à Los Angeles, où elle avait été invitée à remplacer pour un temps l'artiste co-inventeur du happening, Alan Capro, pour un cours. Et à ce moment, elle s'intéressait à des livres qui parlaient notamment des livres d'ethnographie, d'anthropologie, dont un qui s'appelait The Forest People et qui était consacré aux populations, à l'étude des rites et des traditions et des pratiques des populations pygmées. Le molimo qu'elle a créé est un hommage à ces populations qui utilisaient un instrument inventé, lui aussi appelé le molimo, qui était fait à partir de morceaux de bois et de tuyaux récupérés ou achetés dans des boutiques de bricolage.
Le bois, d'ailleurs, était troué à l'aide d'insectes qui perçaient des trous à l'intérieur. Donc il y avait une relation au processus naturel et en même temps une relation aux matériaux modernes de ces tuyaux venant du monde de la construction. Selon Simone Forti, qui utilise ce molimo pour une espèce de chorégraphie sonore, de chorégraphie dans l'espace sonore, le molimo est le son, mais pas l'instrument. À partir de 1968, elle va réaliser ce qu'elle appelle les face tunes, qui est une série de chorégraphies sonores qui sont basées sur l'idée de transcrire de manière sonore l'expression faciale des personnes qui participent. L'expression faciale de quelqu'un qui tombe amoureux, par exemple. Comment on peut retranscrire ça de manière sonore? Les expressions du visage deviennent un son qui implique une notation spécifique que vous voyez ici, à titre d'exemple. Une partition pour face tunes, donc des expressions faciales qui sont schématisées sous la forme de notation à interpréter dans l'espace sonore par des personnes qui pratiquent la danse. Ces notations ont quelque chose de très particulier, déjà parce qu'elles sont des notations spécifiques, spécifiquement créées par Simone Forti, ne reprenant pas forcément les codes de la notation chorégraphique conventionnelle ou de la notation musicale conventionnelle. C'est une espèce de mélange entre les deux, entre une partition musicale et un mouvement dansé. C'est aussi un dessin, c'est aussi une pratique artistique. Mais aussi, si on analyse un petit peu la forme, il y a évidemment l'idée de vague, il y a l'idée d'ondulation, il y a l'idée de flux, mais il y a aussi l'idée d'immersion, comme si les visages, en fait, tombaient dans une espèce de matière liquide. Il y a ce côté océanique, ce côté justement liquide, de la liquidité du son dont on parlait précédemment. Mais il y a aussi l'idée d'apparition. En fait, on ne sait pas très bien si les personnes, en fait, s'immergent ou coulent ou tombent à l'intérieur d'elles-mêmes, un peu comme dans une espèce de méditation profonde où on s'allonge et on tombe dans un espace intérieur, on se relaxe complètement au point que nos corps deviennent liquides, ou si au contraire ils sont en train de s'éveiller, en train d'apparaître au monde et de se rendre sensibles à des sensations justement jusque-là inconnues. C'est quelque chose qui a à voir avec une perception, encore une fois, entre deux. Certainement quelque chose qui a à voir avec une expérience entre une hypersensibilité et un lâcher-prise, entre la veille et peut-être le sommeil, un état de perception justement intermédiaire. 10 ans plus tard, la compositrice, compositeur, Pauline Oliveros, réalise Rose Moon, une œuvre importante, chorale, pensée pour 32 interprètes. Elle est jouée pour la première fois à l'université de Wesleyan, dans le Connecticut, en 1977. La mise en scène est de Pauline Oliveros, dont je vous présenterai un petit peu après le parcours, si vous ne connaissez pas. Le dessin de l'espace est pensé par une personne qui s'appelait Linda Montano, avec une chorégraphie de Silvia D'Arcangelo. Là, vous voyez la partition de Rose Moon, qui a ceci de particulier qu'elle suggère à la fois une forme de géométrie toute particulière, des notations de mouvement, mais aussi une relation avec l'environnement et les éléments. Car vous voyez ici, en haut, eau, à droite, terre, air et feu. Des éléments classiques de l'organisation alchimique, de la pensée alchimique. La pièce
était une composition musicale mise en scène de manière théâtrale et chorégraphique, qui incluait des sons de pieds qui marchent ou qui courent, des voix harmonisées sous la forme de chœurs ou de manière de chant individuel, mais aussi des prises de parole, des mouvements chorégraphiques et divers mouvements circulaires proposés par différents groupes qui étaient synchronisés dans la mise en scène. Les personnes se déplaçaient sous la forme de groupes, presque de processions, dans des sens opposés de manière permanente. Un premier groupe qui constituait les marqueurs, les cuers, les marqueurs du temps, tournait autour des autres participants et les frappait à l'épaule pour marquer les différents moments, rythmait le temps de la pièce. Un second groupe, qui se référait à la lune, était mené par Pauline Oliveros elle-même. Au centre, 2 personnes, entièrement nues, chantaient des noms de la lune dans toutes les langues connues et produisaient des sons verbaux, comme elle disait, d'origine émotionnelle, des sons non-verbaux, d'origine émotionnelle. Puis un dernier groupe qu'elle appelait les lunatics, les fous, les gens dérangés, créait le désordre au sein des 8 cycles qui constituaient la durée de la pièce, d'un total de 95 minutes. Ce projet, qui était pensé comme une cérémonie, comme une espèce de rituel, était basé sur l'idée d'énergie, d'intimité et de connexion cosmique. Pauline Oliveros, pour ceux qui ne la connaissent pas, était une compositeur et théoricienne et professeure très importante, formée et co-directrice d'un espace à San Francisco dans les années 60 qui s'appelait le Tape Music Center, qui était hébergé par le Mills College à San Francisco, et dans lequel des compositrices et des compositeurs étaient amenés à faire l'expérience de la création musicale au contact de nouvelles technologies qui étaient développées en parallèle par des ingénieurs qui travaillaient avec eux. En l'occurrence, Don Buchla était associé à ce groupe de recherche qui est connu pour avoir créé le premier synthétiseur modulaire. Donc Pauline Oliveros, c'est une des pionnières de la musique électronique. Elle est une des premières femmes à avoir utilisé un synthétiseur pour créer des compositions musicales. Son approche de la musique était basée sur l'idée d'écoute profonde, sur l'idée de deep listening. C'est le titre d'un film d'ailleurs qui est encore en cours de production sur sa vie. Elle vient de disparaître il y a quelques années à peine, après une longue carrière qui en ont fait une des immenses figures de la musique contemporaine, mais aussi de l'enseignement de la musique, et aussi une activiste politique. L'écoute profonde, ou deep listening, est basée sur l'idée qu'il pourrait y avoir une forme d'écoute particulière qui permettrait de faire la distinction entre entendre et écouter, qui produirait la possibilité de faire l'expérience d'une forme de méditation sonore ou de méditation sonique, comme elle disait. Faire la différence entre entendre et écouter, c'est faire de la pratique de l'écoute une pratique aussi puissante, aussi transformatrice que celle que de la vision ou des pratiques du corps, des techniques du corps, que sont par exemple la méditation, le scan du corps, l'utilisation du langage dans les techniques de transe. Toutes les formes de techniques ou de technologie de soi dont parlait Michel Foucault. L'idée de l'écoute profonde à travers les compositions de Pauline Oliveros, qui sont souvent produites dans des espaces non théâtraux, qui peuvent être aussi en relation avec des architectures ou dans l'espace directement urbain, qui sont souvent produites de manière collective, avec aussi la participation du public comme corps résonnant en relation avec la musique. Et l'idée de créer des espaces en soi, de transformer l'espace, la perception de l'espace, par l'écoute sonore. C'est une approche à la fois esthétique et politique du son,
basé sur l'idée de création de commun, d'attention à l'autre, d'attention à cette invisibilité, dans l'idée de formation d'une communauté. En ce sens, l'importance de l'apprentissage est primordiale, en dehors des cadres traditionnels de l'enseignement de la musique liés aux conventions de l'écriture, de l'interprétation, faisant souvent la distinction entre le compositeur, l'interprète, entre le maître et l'élève. Donc elle était à la fois théoricienne et praticienne de cette idée d'écoute profonde, et elle n'a cessé de créer pendant 50 ans des espaces d'expérimentation. L'idée, c'était de considérer simultanément la complexité du chant de l'écouter et l'amplitude de celui de l'entendu, en répondant instinctivement à ceci dans un dialogue sensible. Son langage sonore, très minimal, basé sur des sons continus, on le verra aussi, c'est quelque chose qui est très présent aussi chez La Monte-Young ou d'autres compositeurs de cette époque, est né d'une attention accrue à la relation que le son entretient avec le corps et l'espace, à la caractéristique particulière des structures spatiales et acoustiques qu'elle révèle à travers le médium du son. Je la cite, « Le deep listening, ou écoute profonde, est une manière d'apprendre à étendre la perception du son et d'inclure tout le continuum de l'espace-temps de celui-ci, à prendre en compte le plus possible sa vastitude et sa complexité, et simultanément de pointer, de séquencer et de se concentrer sur le son. » Terry Riley, que vous voyez ici photographié, est un compositeur qui est né en 1935, toujours actif, considéré comme un des pionniers de la musique dite répétitive, à travers la création, entre autres, d'une des pierres angulaires de la nouvelle esthétique musicale qui se développe à San Francisco à cette époque-là, à l'époque aussi où Pauline Oliveros ou La Monte-Young sont également actifs, Philip Glass ou Steve Reich également, la création de INSI, cette pièce pensée pour jusqu'à 29 interprètes, constituée de 53 éléments sonores ou patterns ou motifs que les interprètes, qui peuvent être constitués de différents types d'instruments, interprètent d'une manière semi-libre, pouvant improviser, pouvant répéter chaque pattern à l'envie, créant ainsi, à partir de sons qui sont basés sur ces répétitions de motifs, une composition menant à la définition de ce qu'on a appelé, de manière assez controversée, la musique minimale. Riley s'est très rapidement détaché de cette case minimaliste, répétitive et de musique écrite, pour privilégier une approche plus libre, plus improvisée de la musique, tout en préservant cette relation à la répétition. Ici, vous le voyez, en 1975, en concert à Cologne, dans le cadre de ce qu'il appelait les all-night flights ou all-night concerts, les concerts qui duraient toute une nuit et qui commençaient à la tombée du jour et qui, jusqu'à 5h, 6h du matin, s'organisaient autour d'une ou deux ou trois pièces qui étaient l'objet d'un certain nombre de motifs, de riffs ou de suites de sons, autour desquels, sous la forme d'ornements, d'improvisation, de longues digressions sonores, Terry Riley construisait ces espèces de voyages d'une nuit, pendant lesquels les gens pouvaient s'endormir, parfois pouvaient entrer, sortir, manger, vivre une autre expérience de la musique et se laisser aller, d'une certaine manière, à faire une expérience étendue et collective d'une écoute dans lesquelles, évidemment, la perception personnelle, individuelle, était aussi importante que le fait d'écouter ensemble.
L'idée était que c'était une expérience de laisser aller, d'une certaine manière, qui était à la fois communautaire et intersubjective. À partir de 67, il décide donc de ne plus noter sa musique, ce qu'il fera jusqu'au début des années 1980, et de s'engager dans cette pratique complètement libérée, d'une certaine manière, des conventions de la notation musicale pour faire une musique qui se note dans le moment, qui se joue dans la relation avec un contexte, et qui, même si chaque soir les pièces sont les mêmes, sont jouées, elles sont les mêmes, elles sont à chaque fois différentes. Dans un entretien, il disait après avoir fait l'expérience de jouer pour des personnes pendant 8 heures et de les avoir fait amener leur sac de couchage et leur hamac, j'ai remarqué que les gens amenés à manger et restaient pour la nuit. Je percevais là une bonne alternative au format habituel des concerts. Je jouais Poppy No Good et The Phantom Band ou les Keyboard Studies. D'autres morceaux que je vous ferai écouter. Du coup, il est déjà 20 heures, donc plutôt la prochaine fois. Plus tard, Rainbow in Curved Air. C'était toujours les mêmes pièces, mais de très longues versions. Dans la musique, qui se joue sur de courtes périodes, il faut un sens de l'urgence. En revanche, cette approche rendait possible de longs moments pendant lesquels la musique pouvait ne pas avoir quelque chose à dire de particulier, mais juste attendre une opportunité pour se développer. Je me sentais aussi particulièrement à l'aise avec le public dans cette situation, parce qu'il venait pour rester là un long moment, pas pour se prendre une décharge, puis repartir ailleurs. Ça allait être l'événement de toute une soirée, et on développait une sorte d'impression, comme si nous étions une sorte de canal pour l'énergie qui venait de l'espace. Tout le monde s'unissait, et c'était plutôt une expérience rituelle. Parmi les dernières partitions que Terry Riley va dessiner, il y a ces partitions calligraphiques qui prennent plus du tout la forme de lignes rectilignes, mais qui deviennent des formes organiques, des formes parfois qui peuvent évoquer l'idée de résonance, d'onde, de cette relation cosmique. Donc on perçoit, quand on voit ce compositeur en concert, cette idée de connexion avec une espèce de monde plus vaste, avec une vibration du cosmos, avec l'idée que la composition musicale est une espèce de fragment dans un continuum plus vaste, dont on fait l'expérience en se connectant à la musique comme une espèce de pluie d'ondes, de vibrations sonores qui viennent se déverser sur le public. Il y a quelque chose d'assez étonnant et qu'on retrouve dans cette série de partitions, dont là je vous montre un extrait de l'une qui est une pour les études pour clavier, Keyboard Study numéro 2, typique de cette période où sa musique commence à s'émanciper de la notation, publiée dans le magazine Aspen, qui était un magazine qui changeait de forme à chaque fois, qui était une boîte, ou un coffret, conçu à chaque fois par un artiste ou un curateur, une curatrice différente, autour d'un thème. Et là, c'était le thème de l'art psychédélique, sous la direction de Angus et Etty McLeise, qui étaient des artistes et des poètes et des musiciens proches de Terry Riley à l'époque. L'expérience du théâtre de la musique éternelle, dans lequel Terry Riley va par ailleurs jouer à un moment donné. Theatre of Eternal Music, aussi appelé plus tard le Dream Syndicate, le syndicat du rêve, intégrait à l'époque de cette photographie, de gauche à droite, Tony Conrad au violon, Marianne Zazzila au chant, Lamonte Young aussi, vous voyez, à côté d'elle, et John Cale aussi au violon. Dans cette version de 64, donc le Dream Theater, le théâtre du rêve, avait cette ambition de créer une musique qui n'avait pas de début et pas de fin. Ce projet que vous connaissez peut-être déjà très bien, donc je ne vous ferai pas l'offense de vous redire cette histoire, était basé sur
l'idée, l'utopie peut-être, ou le rêve de la Montaigne, l'ambition. Puis après, avec la collaboration de sa partenaire, l'artiste Marianne Zazzila, de créer une musique qui serait un petit peu comme un feu qu'il faudrait toujours entretenir, et qu'il faudrait entretenir d'une certaine manière pour l'éternité. Donc de créer une espèce de partition à travers un certain nombre d'indications simples qui permettent à différents interprètes de prolonger pendant des jours et des jours une espèce de vibration sonore continue basée sur une musique qui se fonde comme dans la musique de la tradition, de certaines traditions non occidentales, dont la musique classique indienne, sur le concept d'intonation juste, c'est-à-dire de ne plus diviser le spectre sonore comme on le fait dans la musique populaire européenne à travers une intonation fausse qui permet de rentrer dans les conventions culturelles qui sont les nôtres, mais de la diviser de manière égale, mathématique, et qui crée en fait ces légères dissonances qu'on entend dans cette musique, qu'on retrouve aussi dans les ragas indiens, de la musique classique indienne, et qui se base aussi sur des fréquences très spécifiques qui s'adressent directement à notre système nerveux, à notre cerveau, à notre perception sensorielle, presque physiologique. Donc il y a un impact de ces sons continus qu'il appelle des drones, qui veut dire bourdon, qui sont basés sur cette idée d'une musique faite uniquement de vibrations et plus forcément d'accords, mais plutôt en fait de superposition de couches sonores créées par des sons continus, qui crée un effet particulier sur le cerveau qui place le spectateur dans un état de conscience altéré. Ces sons continus sont vraiment la base de l'esthétique du théâtre de la musique éternelle qu'on retrouvera plus tard, qui se réinventera d'une certaine manière dans le projet de la Dream House, dont l'exposition actuelle présente un écho d'une certaine manière, une version plus limitée dans l'espace, mais exactement sur le même principe que la Dream House, le grand projet donc qui fait suite à ce projet, où là, la Montaigne et Marianne Zazzila vont intégrer d'un côté l'idée que le son peut être enregistré, et puis de l'autre qu'il entre en relation avec les collages spatiaux et lumineux de l'artiste Marianne Zazzila dans l'espace, avec une installation lumineuse. Qui est aussi cette idée que quand on participe à la Dream House, on ne vient pas visiter, selon les artistes, une installation sonore, mais on participe à un projet plus grand, qui est celui du maintien de cette musique éternelle, basée sur ces vagues de sons continus. Il y a quelque chose d'assez particulier dans la musique de La Montaigne et Marianne Zazzila qui a à voir aussi avec aussi cette idée de l'environnement. Et dans cette partition très belle, qui a aussi quelques affinités à la fois avec Fluxus, l'idée d'une définition un peu poétique et partiellement réalisable de l'événement qui s'actualise possiblement dans l'espace réel de l'action menée, mais aussi peut-être aussi autant dans la tête de la personne qui lit la définition de l'œuvre, qui propose en fait de faire entrer dans l'espace de la performance musicale un certain nombre de papillons vivants, et donc de jouer la musique, et quand les papillons sortent de la pièce, la pièce se termine. Donc de baser en fait la temporalité de la musique non plus sur une durée prédéterminée par les compositeurs et les humains qui conçoivent la pièce selon des standards de 45 minutes, 1 heure ou 1 heure et demie, mais sur le désir et la liberté de ces insectes de définir un autre temps de perception de l'œuvre. Je vais
peut-être terminer sur cette figure. Peut-être qu'on regardera encore peut-être une ou deux incursions, mais en tout cas, il est sûr que je voulais qu'on puisse s'attarder sur une figure moins connue dans cette histoire, qui est actuellement redécouverte depuis quelques années. Une personne qui s'appelle Catherine Christer Hennicks et qui a fait l'objet d'une exposition rétrospective l'année passée à Amsterdam au Stedelijk Museum, organisée par un curateur américain, par ailleurs éditeur d'une revue, d'une très bonne revue consacrée à la musique expérimentale qui s'appelle Blank Forms. L'exposition a permis de faire redécouvrir cette personne qui est une artiste, compositeur, poète et mathématicienne d'origine suédoise qui, pendant près de certainement plus de 40 ans, est complètement disparu de la scène artistique, qui a décidé, après avoir commencé à disparaître dans les années 70, de ne pas faire l'effort de recontacter qui que ce soit et d'attendre qu'on vienne la chercher, si on voulait montrer son travail, ce que personne n'a fait pendant plusieurs décennies. Et donc elle, peut-être d'une manière à la fois politique, mais aussi bouddhiste, puisqu'elle a suivi les enseignements comme La Monte-Young, comme Terry Riley, comme Simone Forti, du grand musicien et enseignant hindustani Pandit Pran Nath, que La Monte-Young et Marianne Zazzila avaient rencontré lors d'un voyage en Inde et avaient fait venir aux États-Unis, et qu'ils avaient en quelque sorte fait venir enseigner et qu'il présentait à toutes les personnes qui souhaitaient le rencontrer, et qui est devenu le gourou de beaucoup de personnes, dont Catherine Christer Hennicks, qui, après avoir participé donc, dans les années 60 à la création des premiers synthétiseurs, cette fois-ci pas à San Francisco, mais à ceux qui étaient produits en parallèle, plus ou moins au même moment, à Stockholm, de découvrir la musique classique indienne en intonation juste, ces sons longs sont tenus, et cette expérience étendue de l'écoute d'une musique en potentiellement infinie. D'abord, praticien de la batterie, elle découvre en fait la musique cosmique avec le jazz de John Coltrane. Puis elle travaille donc dans un studio d'ingénieur où se développent des synthétiseurs en tant que mathématicienne. Puis elle part à New York en 68 où elle rencontre Henry Flint, Alison Knowles et un certain nombre d'autres personnes qui sont dans cette exposition, dont Georges Maciunas. Elle se rapproche de la Monte-Young qui s'intéresse à sa musique et lui fait rencontrer donc Pandit Pran Nath. Elle s'intéresse alors à la musique indienne classique, mais aussi à la musique traditionnelle japonaise, et s'inspire aussi de la musique du Moyen-Âge. C'est donc une musique très technologique. Je vais vraiment patienter en vous disant que je vous ferai écouter ça, mais il faudra attendre la prochaine fois, parce que l'idée c'est de séparer les images du son. Donc quand on écoutera la musique, on éteindra la lumière et on essaiera de vraiment écouter. Et donc à la fois technologique, mais aussi volontairement spirituelle. Il y a une relation très conceptuelle et mathématique dans sa musique, et aussi très physique et émotionnelle, qui est très particulière. Elle navigue entre différentes scènes, celle donc de la musique dite minimale, de son continu, celle de Fluxus, et de la performance et de l'art conceptuel de Henry Flint, et aussi du New York Underground, comme on dit. Elle travaillera avec Arthur Russell, entre autres, le musicien dont on parlera un petit peu plus tard. En parallèle, elle a une carrière de mathématicienne de très haut niveau, puisqu'elle enseigne les mathématiques et les computer sciences à la SUNY University de New York, et elle est professeure invitée, encore jusqu'à tout récemment, depuis sa retraite, au Massachusetts Institute of Technology, donc le MIT,
dans le département de l'intelligence artificielle. Elle a aussi travaillé brièvement avec le Tape Music Center de San Francisco, et son art allie la musique, la peinture et aussi la poésie sonore. Elle a produit des actions d'art et d'anti-art en relation justement avec Henry Flint. Elle a des influences donc multiples et son art est à la fois basé sur des relations conceptuelles complexes, sur des principes mathématiques, mais aussi sur une approche très physique du son, de l'espace et de la vision, basée sur des expérimentations physiques, physiologiques et émotionnelles. Dans cette série, qui s'appelle C Algebra with Domains, qu'elle a commencé en 1975 jusqu'en 1991, elle crée une série de peintures d'apparence abstraite qui sont basées sur deux principes. La rencontre, d'un côté, entre une suite mathématique, donc algébrique, qu'elle a conçue, et de l'autre, le schéma 20 de Jacques Lacan, qui théorise la différence sexuelle. En tant qu'homme devenu une femme, elle s'est intéressée à cette question de la différence sexuelle, et de manière à la fois esthétique, psychologique, psychanalytique, mais aussi scientifique, mathématique. Et donc entre esthétique et politique, d'une certaine manière, cette série de peintures, avec aussi son engagement personnel et sa pratique de la musique, constitue une approche critique de la question de la construction du genre. Elle fait partie d'une série plus vaste qui s'appelle Parler femmes, qu'elle a réalisée en partenariat justement avec sa partenaire de l'époque, qui s'appelait Lena Tusolino, qui était associée donc à une série de peintures, de performances et de textes théoriques. Cette image est le dos de la couverture du disque Ambient One, Music for Airports de Brian Eno, paru en 1978, et que je trouvais très intéressant de peut-être brièvement regarder en relation avec les différents systèmes de notation des artistes précédents, puisque Brian Eno, compositeur, artiste, producteur anglais immensément connu aujourd'hui, montré aussi ici à Lyon, que j'ai eu la chance de voir ici il y a quelques années, a aussi une relation à la théorie qui est très intéressante. C'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, qui a beaucoup inventé de concepts sur la musique, qui s'est beaucoup exprimé sur sa musique en tant à la fois que ingénieur du son, donc sur des questions très techniques, aussi en tant que compositeur, utilisant pour ses compositions parfois des principes lui-même mathématiques, donc en développant avec justement des ingénieurs des outils lui permettant de produire une musique algorithmique, une musique aussi potentiellement infinie, qui se génère automatiquement, ce qu'il a développé à partir des années 90, et qui s'incarne dans des disques et aussi des applications pour iPhone, aussi dans des installations sonores, toutes sortes de dispositifs technologiques qui lui permettent de faire cette expérience justement de la répétition et de la différence, cette expérience d'une musique en théorie qui se ressemble toujours, qui donne le sentiment de ce flux continu qui s'intègre dans l'espace et qui joue avec nos perceptions de l'espace, tout en étant potentiellement tout le temps différente et ne se répète en réalité jamais. C'est dans les prémices de ce qu'il
définira comme une musique ambiante, avec ce disque fondateur, séminal de cette esthétique dont il se fera le synthétiseur. Il dit qu'il est un synthésiste et pas forcément un créateur d'une nouvelle esthétique. Et c'est vrai que beaucoup des idées, beaucoup des formes, voire même des outils qu'il va utiliser étaient déjà présents dans la musique d'avant-garde de son époque, mais il va à un moment donné en devenir l'emblème de la personne qui va à la fois la synthétiser, la rendre perceptible et lisible, mais aussi la radicaliser dans le sens où son idée pour Music for Airports, qui est en fait le génie de cette production musicale qui devient un jalon non seulement de l'histoire de la musique populaire, mais aussi de la composition moderne et certainement aussi de l'histoire de l'art au sens plus général, c'est l'idée d'une musique qui soit inclusive plus qu'exclusive. Donc dans ces compositions pour piano de Music for Airports, qui sont basées sur des boucles répétitives, qui se décalent, qui s'allongent, qui se répètent sans vraiment se répéter, il y a l'idée que c'est légèrement inachevé, que c'est comme un mixage qui ne serait pas totalement fini, que c'est en fait une musique qui reste ouverte et qui inclut dans son paysage sonore tous les sons environnants. D'où l'idée de Music for Airports, c'est-à-dire que c'est une musique qui est faite pour ne pas s'imposer à la personne qui écoute, mais qui peut venir, à un moment donné, accompagner différentes activités quotidiennes. Dans le sens où elle intègre dans son inachèvement, dans sa capacité en fait à la fois contaminer, mais aussi intégrer le paysage sonore environnant, tous les sons possibles produits pendant l'écoute. Donc c'est une musique, comme il le dit, en fait, qui essaye de ne pas avoir de limite, dans le sens où elle n'a pas de limite spatiale, donc elle voudrait pouvoir tout intégrer et faire de tous les bruits, en fait, des sons, tout en n'ayant pas de limite temporelle, puisqu'en fait, c'est tellement basé sur l'idée de similarité et de déjà-vu, et d'une musique qui se voudrait s'approcher d'une forme de neutralité, qu'en fait, on a l'impression, si on réécoute le disque en boucle, qu'on ne sait plus trop à quel endroit on est, on perd un peu la notion du temps. Donc c'est une musique qui voudrait, un peu comme le théâtre de la musique éternelle de Lam Young, ne plus avoir de début ni de fin. C'est une musique qui voudrait s'approcher d'une certaine manière, d'une certaine idée, peut-être de la peinture, une peinture abstraite, une peinture sensorielle, sensuelle, et aussi hautement conceptuelle, puisqu'il y a une dimension à la fois technologique dans cette musique, et aussi basée sur un certain nombre de principes de composition qu'il a développé très tôt, en fait, de composition par le biais du hasard, en utilisant différentes techniques de divination, comme John Cage le faisait avec le Yiking, basé sur une technique qu'il a même inventée lui-même, qui s'appelle les Oblique Strategies, qui est un jeu qui lui permet en fait de faire des choix compositionnels sans se baser sur sa culture ou sa sensibilité, mais plutôt sur une idée, une technique, de quelque chose qui pourrait lui permettre de faire des choix utiles et donc d'être dans une espèce de distance aussi, de froideur, d'une certaine manière, un rapport plus mécanique avec la composition, et qui crée cette esthétique très particulière, qui est un mélange de musique qui a une tonalité assez mélancolique, assez affective, et en même temps très détachée et presque impersonnelle. C'est l'idée de créer des paysages imaginaires, imaginary landscapes, qui est aussi une référence implicite à la musique et à l'art de John Cage, qui avait créé aussi beaucoup de paysages imaginaires, de paysages rêvés, dans lequel l'idée de déjà-vu est omniprésente. C'est-à-dire c'est comme si on voyageait dans un paysage d'images sonores, d'impressions sonores qu'on connaît déjà, sans pour autant vraiment les connaître. Donc ça crée une espèce d'inquiétante étrangeté, une impression de déjà-vu, une impression de revisiter des espaces dans lesquels on est déjà allé mentalement, et donc une familiarité, et en même temps une étrangeté. Et ça, c'est créé grâce notamment à cette technologie. Donc, chez Terry Riley, c'était l'invention de la boucle sonore, de pouvoir répéter un son et de le décaler avec un principe d'écho. Chez la Young, c'est la possibilité d'utiliser les synthétiseurs et les sons continus que permettent les machines pour étendre la musique à des limites peut-être infinies.
chez Brian Eno, c'est aussi l'idée que la technologie, le synthétiseur et les sons électroniques lui permettent, comme il dit, en fait, de faire de l'ici et de faire du ici et maintenant quelque chose de plus long, d'étendre en fait notre perception du, comme il dit, en fait, to make the here and now longer. Donc de nous faire perdre d'une certaine manière notre relation au temps, notre relation à l'espace, en nous immergeant dans un paysage imaginaire qui nous donne un sentiment de dérive dans un son nouveau. Et comme il est 20h27, je vais peut-être m'arrêter maintenant et répondre à vos éventuelles questions si vous en avez, pour avec plaisir finir cette présentation la prochaine fois, qui ira jusqu'aux années d'aujourd'hui, 2010, à partir de ces premiers principes et pionniers historiques autour de ces mêmes questions. Et il finira par une séance d'écoute d'une vingtaine de minutes. Voilà. Je vous remercie. Voilà, il y a une petite phrase que vous avez dite dans votre première présentation un peu globale du son média, médium, et concernant le pouvoir de contrôle de l'espace public, un petit peu, qui était évoqué. Donc, vous avez dit, alors, je me relis, c'est une chose qui m'a surpris parce que ça va un peu à l'encontre de tout ce que je constate, c'est que tous les urbanistes et architectes ont conscience de ce pouvoir. Et moi, je trouve qu'ils n'ont absolument pas conscience de ce pouvoir. Par expérience, mais voilà, c'était juste... Vous êtes architecte vous-même? Non, pas du tout. Non, je travaille sur le paysage sonore et je vais les voir à ce titre-là. Non, je disais qu'ils en ont conscience dans le sens où c'est le design sonore des espaces est des choses sur lesquelles les artistes ont toujours eu une velléité à vouloir un peu contredire, d'une certaine manière, le pouvoir des architectes, en s'intéressant justement à la manière dont la chose est pensée ou pas, ce qui peut être en effet un problème ou au contraire une chance, mais dans la relation justement de pouvoir et peut-être aussi de critique de l'autorité de l'architecte ou de l'urbaniste sur l'espace quotidien en relation avec les pratiques artistiques et les pratiques critiques de l'espace. Il y a en effet, ce que vous dites est juste, hein, c'est que quand c'est pris en compte, c'est trop tard. Voilà, et quand c'est pas pris en compte, c'est aussi problématique. Il y a une histoire qui est intéressante et qu'on évoquera la prochaine fois, c'est que dans la continuité du travail de Brian Eno, des compositeurs japonais très influencés par sa musique vont trouver, grâce au mécénat de certaines entreprises privées japonaises, la possibilité de créer des espaces sonores tout à fait avant-gardistes. Donc c'est toute une scène en fait qu'on appelle ambiante japonaise, que vous connaissez certainement, qui a bénéficié en fait de ces mécénats privés pour, de manière certainement plus ou moins heureuse, plus ou moins conventionnelle, plus ou moins critique, proposer des expériences sonores, il me semble, en tout cas à les réécouter aujourd'hui, pour une partie assez intéressante. Et le monde de Eno, très divers comme ça, peut-être aussi avec une dimension devenue très commerciale à un moment, un peu omnipotente,
à produire à la fois je sais pas, l'environnement sonore pour Windows, produire un disque de Coldplay et puis aussi une installation pour une biennale d'art contemporain, il y a quelque chose qui est aussi potentiellement assez intéressant dans le sens où ça fait bouger quelques lignes de la définition ou du cadre un peu étroit dans lequel on met souvent les artistes ou les musiciens à produire pour le concert, pour le disque, et à finalement rester un petit peu dans leur case justement esthétique. Et il me semble que dans peut-être quelques années, quand on se réintéressera à cette figure de Brian Eno, peut-être devenu un peu la caricature de lui-même, de cet homme touche à tout et tout ce qui touche devient magique, il y a quelque chose d'assez intéressant et peut-être une promesse de peut-être pouvoir occuper des espaces qui ne nous sont pas réservés en tant qu'artistes ou curateurs et qui sont souvent sont à la fois des espaces où la créativité n'est pas du tout en jeu, mais qui sont aussi des espaces de contrôle absolument problématiques, ça aussi. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez prendre le micro, pardon? Est-ce que vous pourriez nommer une performance contemporaine qui vous a beaucoup touché et pourquoi? Pourquoi ça m'a beaucoup touché? Quelque chose de tout récent? Oui, par exemple, j'ai vu, mais c'était l'année dernière déjà, mais je pense que c'était une expérience intéressante. J'ai vu cette pièce qui s'appelle 1000 gestes de Boris Charmatz, chorégraphe. Je crois que ça s'appelle 1000 gestes, mais je ne suis pas sûr tout à fait du titre. Et c'est le principe, c'est que c'est juste, je crois, 42 ou 45 interprètes, des danseurs avec des formations tous différents, des corps tous différents, des âges tous différents, qui doivent faire chacun 1000 gestes pendant le temps du spectacle. Et c'est absolument, j'ai trouvé ça absolument incroyable, en fait, dans l'expérience du temps qu'on fait de cette pièce, puisque en fait, on comprend en cours d'expérience de la pièce que en fait, les danseurs doivent avoir en tête 1000 gestes différents qui peuvent être à la fois de marcher, bâiller, sauter, danser, se toucher, se jeter par terre, etc., jusqu'à des mouvements chorégraphiques plus, on va dire, chorégraphiés, plus stylisés, plus idéalisés, et qui sont parfois synchronisés, parfois désynchronisés, parfois en groupe, parfois seuls, parfois chaotiques, parfois improvisés. Et à un moment donné, on voit en fait, quand ils en sont à 600, 700, en fait, ils commencent à compter. Et à compter donc jusqu'à un certain point. Et en fait, on a une espèce de mesure du temps qui devient plus du tout le temps qui est celui qui est justement calculé par nos iPhones avec le Apple Center de Los Angeles qui se synchronise avec celui de Paris, etc. Mais avec un temps qui est mesuré à l'aune d'une toute autre expérience physique, physiologique, étendue en fait du temps, et qui devient un temps calculé sur un autre principe. Parce qu'on peut calculer le temps, on pourrait le calculer sur toutes sortes d'autres phénomènes naturels que simplement la rotation d'astres autour d'eux-mêmes. On pourrait calculer le temps en observant les cernes à l'intérieur d'un tronc d'arbre coupé, on pourrait en observant la forme déplacement des nuages, on pourrait le faire en observant le défilement de l'eau. Et on pourrait aussi le calculer par rapport au nombre de gestes qu'on produit chaque jour. C'est une mesure institutionnelle en fait, du temps qui a été définie à un moment donné de la modernité, mais il y a peut-être plein d'autres manières. Je ne suis pas un grand férule d'anthropologie, mais il y a peut-être d'autres civilisations qui calculent le temps différemment de nous. Et cette expérience du temps, là, ça m'a vraiment beaucoup marqué.
tellement que, enfin, j'étais pas le seul, les gens fondaient en larmes. Il y avait vraiment quelque chose d'une espèce de célébration de l'humain contre justement les structures qui nous sont imposées, et notamment les structures temporelles, mais aussi les manières d'être, de bouger, de représentation de nos corps, de nos identités, qui étaient, je trouvais, absolument incroyables. Et ça, c'est une très belle expérience. Pas de questions? Bien, merci, alors bonne soirée.